Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler stratégie fonds propres en tant qu'expert comptable, trésorier de plusieurs associations et également financeur solidaire. Alors c'est vrai que les fonds propres, ou plutôt la faiblesse de fonds propres, sont souvent pointés comme des freins dans le développement des associations, si ce n'est dans une gestion sereine au quotidien. Donc à ça, on peut déjà donner trois causes. D'une part, le fait que les associations n'aient pas de capital social, contrairement à des sociétés commerciales ou coopératives. D'autre part, le fait que leurs besoins en fonds de roulement, un terme un peu barbare, mais qui est lié notamment au délai de paiement tardif des subventions, fait que on a deux fois plus de délais que les entreprises classiques, donc des besoins de trésorerie plus élevés. Et d'autre part, des contraintes imposées par des financeurs, quand ce n'est pas soi-même notre propre autocensure qui fait qu'on présente systématiquement des budgets à résultat zéro, qui fait qu'on s'empêche de constituer des réserves et donc des fonds propres qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l'association, alors qu'on pourrait légitimement présenter des budgets avec des excédents raisonnables si tant est qu'ils soient acceptés par les financeurs. En tout cas, c'est le signe d'une gestion saine et prudente. On a plusieurs intérêts à constituer des fonds propres. D'une part, on a une logique de prudence ou de sécurité financière qui fait que dans la vie de toute association, on est amené à faire des déficits. Donc le fait d'avoir des réserves, ça permet d'absorber ces déficits. D'autre part, on constate qu'on a justement des besoins d'investissement, donc des besoins de financement de long terme, des besoins en fonds de roulement qui sont des besoins récurrents. Donc on a besoin d'avoir de la trésorerie aussi de long terme pour pouvoir financer ces besoins qui peuvent s'expliquer notamment par des logiques de développement, des logiques d'expérimentation. Donc ça, c'est le deuxième intérêt. Et le troisième, je dirais que le fait de lever des fonds propres, ça va faire jouer ce qu'on appelle l'effet de levier, donc la capacité à aller chercher d'autres types de financement. Donc ça peut être des financements non bancaires auprès de financeurs solidaires ou d'investisseurs. Ça peut être des financements bancaires auprès de banques solidaires ou non. En tout cas, ça va nous permettre d'aller chercher du crédit à long terme qui est souvent, ou moyen ou long terme, qui est bien moins coûteux que du crédit court terme qu'on peut rencontrer dans les associations, notamment le DAI. Donc tout ça, ça mérite aussi un changement culturel, de sortir d'une logique très court-termiste de recherche d'un budget à l'équilibre, où on va raisonner uniquement budget contre résultat, pour aller plutôt vers des logiques de stratégie financière à moyen et long terme, où on va plutôt regarder le plan de financement et le bilan. Alors le deuxième mode de financement qui n'est pas toujours très connu, qui s'appelle l'apport avec droit de reprise, qui est souvent assimilé à tort à du prêt. Ça y ressemble, c'est un mécanisme qui permet d'apporter soit de l'argent, soit des contributions en nature pour un usage défini ou qui peut être déterminé ou non, une durée qui est librement consentie, qui néanmoins est sans intérêt, on ne peut pas capitaliser sur cet apport, mais qui va permettre d'être constitué donc, sur du long terme et qui dans les faits va être pratiqué plutôt par alors soit des membres de l'association, sympathisants, militants, et au niveau institutionnel, on va avoir les clubs SIGAL, donc qui sont des clubs d'investisseurs solidaires, qui ont ce mécanisme d'apport patient et bienveillant de financement auprès des associations. Également France Active, qui est le deuxième très rare acteur à proposer ce mode de financement. Ensuite, on a un mode de financement qui est répandu auprès des personnes morales non bancaires qui s'appelle le prêt participatif. C'est également un prêt long terme, là où on peut pratiquer un intérêt, mais tout le monde n'est pas éligible pour pouvoir le pratiquer. Souvent, c'est des acteurs professionnels qui le pratiquent. On a également le mode de subvention d'investissement. Donc si vous avez un projet d'investissement, ne pas hésiter à aller faire financer cela par des subventions, sachant qu'on a deux typologies de subventions. Donc les subventions d'investissement, qu'on va plutôt mettre au bilan et qu'on va ensuite amortir au compte de résultat au même rythme que l'investissement, à distinguer donc des subventions d'exploitation qui, elles, vont aller directement dans le compte de résultat. Donc ça, c'est un quatrième mode. Et enfin, si on veut un peu pousser la question, on peut aussi avoir des techniques de valorisation du patrimoine immatériel de l'association. Donc on peut, par exemple, pour toute association qui voudrait développer en interne son site web, on peut le mettre en investissement, donc faire remonter des charges, notamment de salaire, en investissement. Ça peut être le cas d'associations culturelles qui peuvent concevoir un spectacle qui va être
diffusé et promu pendant plusieurs années, qu'on va également mettre en investissement ou en stock. Ça peut être pour des associations dans l'éducation, un MOOC qu'on va construire, qui va être diffusé pendant plusieurs années. On se dit qu'il va nous apporter de l'argent, potentiellement, des ressources pendant plusieurs années. De la même manière. Et également, ça peut être une association sociale, médico-sociale qui voudrait faire des travaux dans un lieu d'accueil pour des résidents. Tout ça, c'est des choses sur du long terme. Ça peut être de la R&D également, qu'on va valoriser en ressources propres et en investissement. Je dirais que les associations, avant tout, ont un rôle de citoyenneté, donc permettent à tout un chacun de facilement pouvoir s'engager, créer, initier d'elle-même des actions. Ça peut être sur une thématique donnée, sur un territoire, sur un projet. Ça peut être très éphémère et ça peut permettre, avec très peu d'obligations finalement, d'avoir un pied dans l'action, pas simplement la réflexion. Ensuite, d'un point de vue plus général, c'est sûr que le poids des associations en France n'est pas négligeable. Dans l'ESS, c'est à peu près 80% des structures, des financements qui sont mobilisés. Donc historiquement, la forme associative est très prégnante. L'association aujourd'hui est et demeure le mode d'organisation le plus répandu, le plus accessible pour des projets à caractère non lucratif, d'utilité sociale et d'intérêt général.